Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est Isocrate, le Philippe d'Isocrate, qui est l'un des nombreux discours qui nous sont parvenus du grand orateur qu'était Isocrate. Euh, Ce livre est publié dans les éditions des Belles Lettres, dans la collection Commentario. Et la collection Commentario a ce site particulier euh, qu'elle donne une analyse approfondie du texte édité, c'est-à-dire que le commentaire est plus grand, voire occupe la plus grande place sur le discours à proprement dit. Vous avez le discours d'Isocrate qui fait une vingtaine de pages, et alors que le commentaire va faire 40 pages, puisque Isocrate, c'est un maître de la rhétorique, et un maître de la rhétorique joue sur les mots, et parfois et souvent la forme a plus d'importance dans les discours d'Isocrate que le fond. C'est une œuvre d'art. Tous les discours d'Isocrate sont des œuvres d'art parce qu'ils sont composés dans un cabinet, puisqu'Isocrate n'est pas un orateur qui se confronte à la foule comme un Démosthène. Ce n'est pas un orateur qui se mouille en politique et qui assume des fonctions politiques. C'est un maître d'école et c'est un orateur de cabinet qui rédige ses discours. Et la particularité d'Isocrate, c'est que ses discours sont rédigés et ne sont pas forcément destinés à être prononcés devant une assemblée, mais sont surtout destinés à la lecture. Ou en tout état de cause, si le discours est destiné à être lu devant un auditoire, ce n'est pas Isocrate qui le prononce, mais une personne qui le délègue. Puisqu'Isocrate le dit lui-même, il n'a pas une voix assez puissante et forte, et il souffre d'une certaine pusillanimité euh, à l'idée d'affronter une foule et à l'idée d'affronter les médisances et les soupirs de cette foule. Et pour être un orateur, il faut supporter les colibés, il faut supporter les médisances, il faut supporter les attaques et la violence, toute la violence du débat politique. Isocrate ne le tolérait pas, c'est pour ça qu'il est resté dans son raffinement un grand professeur de rhétorique, mais un grand professeur de rhétorique qui composait ses discours chez lui et qu'il est prononcé, oui, il est prononcé, mais seulement devant ses disciples, seulement devant ses élèves, et il ne pouvait souffrir la critique que de ses élèves qui payaient pour assister aux cours du professeur. Car Isocrate faisait payer ses cours de rhétorique assez cher, c'était le professeur de l'élite athénienne. Et voilà, la collection Commentario est fait pour analyser des œuvres où la langue grecque est portée à son plus haut degré. Et c'est le cas pour Isocrate qui emploie une langue attique très soutenue. Et donc le Commentario s'adresse peut-être à des experts ou à des hellénistes déjà bien formés qui pourront comprendre toutes les subtilités de la langue d'Isocrate. Car le Philippe d'Isocrate est, vous le voyez, en édition bilingue, c'est-à-dire qu'il y a la version en grec ancien et la version traduite en français, traduite par Christian Boucher, qui d'ailleurs a déjà traduit les discours de Démosthène dans un précédent livre que j'avais présenté ici, qui était les discours une section de discours de Démosthène et d'Échine. Alors Isocrate, qui c'est? J'ai déjà parlé un peu d'Isocrate.
Isocrate, c'est un Athénien, fils d'un grand commerçant athénien. Son père était un richissime marchand de flûtes. Et c'est ce qui a permis à Isocrate de baser toute sa carrière et sa vie sur l'étude, puisque la fortune paternelle l'a dispensé de, de s'abaisser au travail de ses mains et de s'abaisser au marchandage et au commerce, chose qui était plus ou moins mal vue en Grèce. En cela, il suit à peu près la même destinée que Démosthène, car Démosthène avait aussi hérité de la fortune paternelle d'un père qui était un marchand d'armes. Mais voilà, Isocrate a donc été a d'abord été un héritier d'une fortune paternelle conséquente, et que vivant sur les biens fonciers et les capitaux de son père, il a pu développer sa connaissance, il a pu développer son savoir, et ensuite il a pu faire commerce de son savoir en ouvrant une école de rhétorique à Athènes et en faisant payer ses élèves. Isocrate est donc né dans le dème d'Erchaïa en Attique, et il est athénien. Il est né en 436 avant Jésus-Christ et il est mort en 338 avant Jésus-Christ à l'âge de 98 ans, ce qui fait que c'est un témoin privilégié de la période de la Grèce classique. Et surtout, c'est un témoin privilégié de toute cette période qui a vu se succéder tant d'hégémonies en Grèce, que ce soit l'hégémonie d'Athènes, de Sparte, de Thèbes, euh, d'Athènes à nouveau, et puis enfin l'hégémonie macédonienne. Ce qui fait qu'Isocrate a un recul euh, sans pareil sur la situation de la Grèce à l'époque. Et le Philippe, vous allez le voir, c'est un discours qu'Isocrate a prononcé, qu'Isocrate n'a pas prononcé, que dis-je, qu'Isocrate a rédigé et qui a été prononcé devant Philippe II de Macédoine par son disciple Isocrate d'Apollonia. Et ce discours rédigé à l'attention de Philippe, visait à conseiller le roi de Macédoine pour l'amener à faire la guerre aux Perses et à détourner ses actions militaires vers les Perses, et à plébisciter une union du monde culturel grec contre le monde barbare qui était personnifié par le grand roi et par les Perses. Isocrate, vu son grand âge, a une haine viscérale pour la Perse. Il n'a pas connu les guerres médiques, mais il a été témoin de l'ingérence des rois de Perse dans la politique de la Grèce. Isocrate, il n'est pas le premier à avoir érigé en programme politique le but de venger la Grèce des Perses, d'avoir érigé en programme politique le projet d'en finir avec l'empire perse achéménide et de libérer totalement les Grecs d'Asie. Cette idée comporte deux choses, deux éléments très importants. D'abord, c'est reconnaître que la Grèce euh, fait partie que la Grèce peut se concevoir comme une entité unique, comme une entité culturelle unique. Et deuxièmement, que cette entité culturelle unique qu'est la Grèce doit s'opposer à une entité antagoniste qu'est la culture perse achéménide. Et de ce fait, il faut faire l'unité de la Grèce et mettre fin à la menace perse. Le premier à avoir porté ce discours, c'est d'après les sources Gorgias, le célèbre sophiste de Sicile, qui, lors d'un de ses discours pendant les Olympiades, a, a appelé de ses voeux, c'était pendant la guerre du Péloponnèse, une union des Grecs, une cessation du conflit,
pour venger la Grèce des Perses, pour enfin faire aux Perses euh, ce qu'ils ont osé faire quelques années plus tôt, c'est-à-dire envahir la Grèce. C'est aussi Lysias qui, avant Isocrate, a porté ce projet. Lysias, dans son discours olympique, qu'il a prononcé vers 384 avant Jésus-Christ, a aussi porté cette idée d'union de la Grèce. Et quel site est le plus approprié pour parler d'union des Grecs que le site des Jeux Olympiques? Lysias a parlé durant les Jeux Olympiques, parce que vous savez que les Jeux Olympiques, ce n'était pas seulement une rencontre sportive, c'était aussi un symbole de paix dans le monde grec, mais c'était aussi l'occasion pour beaucoup d'orateurs de prononcer des discours et de s'adresser à l'entièreté du monde grec, à l'entièreté du monde hellénique. Il y avait des discours de paix et des discours et même des programmes politiques qui étaient prononcés lors des Jeux Olympiques. Peut-être que ça, on l'a oublié, alors qu'on s'apprête, nous, à célébrer les Jeux Olympiques en France. On a peut-être oublié la fonction des Jeux Olympiques comme aussi euh, comme étant non seulement une, une- une compétition sportive, mais aussi euh, une opportunité pour proclamer un discours pacifique ou un discours d'union ou un discours politique. Mais voilà, nous on est à une époque où le politique est toujours mal vu et quand le politique s'invite dans des festivités populaires, il est tout de suite dénoncé. Alors que du temps d'Isocrate, la politique, le sport et la religion ne faisaient qu'un, étaient tout à fait imbriqués entre eux. Donc c'est difficile de faire une comparaison pertinente. Et de fait, Isocrate a repris les discours de Gorgias et de Lysias et a défendu tout au long de sa vie l'idée d'une union de la Grèce, d'une fin des hostilités entre cités grecques et d'une grande campagne que les Grecs doivent mener contre la Perse pour préserver l'unité culturelle des Grecs de la menace perse qui a déjà failli mettre fin à cette unité culturelle en asservissant la Grèce. C'était la tentative de Darios et c'était aussi la tentative de Xerxès quand ces deux grands rois perses ont entrepris des campagnes militaires contre les cités d'Athènes et de Sparte. Et Isocrate a donc soutenu cette idée d'abord dans son panégyrique de 380 qui se proposait de créer une alliance entre Sparte et Athènes pour faire la guerre au grand roi. Isocrate en fait a été révolté de l'ingérence du grand roi Artaxerxès II qui a imposé une paix. Cette paix qu'on a appelée la paix du roi en 386 ou la paix d'Antalkidas, qui faisait de Sparte le gardien de la paix du grand roi et qui instituait quasiment une alliance entre l'hégémonie, la cité hégémonique d'alors qui était Sparte et le roi de Perse, une alliance qui, euh, qui, euh, qui était faite contre la liberté des Grecs pour Isocrate, une alliance qui oppressait les cités grecques et une alliance qui ne servait que les intérêts de Sparte. Et Isocrate a toujours vu l'alliance entre la Perse et Sparte comme une alliance contre nature, une alliance qui n'allait pas dans le sens de l'intérêt de la Grèce. C'est pourquoi, dans son panégyrique, qu'il a mis 10 ans à concevoir. Vous voyez un peu ce qui est l'orateur Isocrate par rapport aux autres orateurs. Quand d'autres orateurs écrivent un discours peu avant de le prononcer, lui, Isocrate, peut prendre 10 ans à rédiger un discours. Et ça a été le cas
de son panégyrique de 380, il a pris 10 ans à rédiger son panégyrique. Et il a toujours, tout au long de ses discours suivants, soutenu cette idée, ce leitmotiv d'union culturelle, d'appel à la paix entre les Grecs pour mener une guerre sainte et juste contre les Perses. Si vous voulez, Isocrate, c'est presque quelqu'un qui appelle à la croisade, mot anachronique, mais un grec qui appelle à la croisade contre la Perse. Un grec qui appelle l'Occident à entreprendre une campagne en Orient. Isocrate, c'est aussi un Athénien qu'on pourrait qualifier de conservateur, dans le sens où il n'est pas tout à fait favorable à une démocratie débridée comme elle a pu l'être, la démocratie d'Athènes du temps de Périclès ou après les 30 tyrans. Isocrate est conservateur et d'ailleurs il était plutôt favorable au régime aristocratique et son implication dans le régime des 30 tyrans et ses affinités avec les tyrans, le régime autocratique qui a succédé au régime démocratique après la fin de la guerre du Péloponnèse sont troubles. Il est conservateur. Et il a écrit un discours, l'Aréopagétique, qui plébiscite le fait de redonner sa place à l'Aréopage, qui avait été dont les droits avaient été restreints et fortement restreints par le parti de Périclès. Isocrate, vers 400, avait plaidé pour une revalorisation de la valeur de l'Aréopage et donc pour un retour conservateur. Et de ce fait, Isocrate est peut-être amené à apprécier les hommes forts, les hommes qu'on qualifierait, nous, d'autocrates. Il a une certaine admiration pour les cités ou pour les personnalités qui pourront faire consensus autour d'eux et qui pourront enfin porter son idée constante de faire la guerre aux Perses. Isocrate, c'est l'éternel pourfendeur des Perses. Celui qui poursuit avec véhémence ce projet, cette idée qu'il faut anéantir la Perse, ou du moins qu'il faut repousser les frontières du monde grec pour préserver et pour sauver la culture de la Grèce, la culture hellène. Le fondement, le parti occidental contre le parti oriental. Isocrate a été donc un maître d'école, un professeur, et il a eu pour élèves quelques noms illustres, enfin illustres pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Il aurait eu comme élève Théopompe, qui est inconnu aujourd'hui, mais qui a été l'auteur de deux œuvres historiques de très grande importance dans l'Antiquité. Théopompe était à la fois orateur et aussi historien. Théopompe a rédigé une biographie à charge contre Philippe II de Macédoine, qui s'appelait les Philippiques. Comme quoi ce n'est pas Démosthène forcément qui a inventé le nom de Philippique, mais cette œuvre à charge historique. Les Philippiques de Démosthène, ce sont des discours, mais l'œuvre de Théopompe, les Philippiques, c'est vraiment un ouvrage biographique à charge contre Philippe II de Macédoine. Il nous reste quelques fragments des Philippiques de Théopompe où il décrit les passions du roi de Philippe II de Macédoine et où il le traite d'ivrogne. Voilà, le Philippe II de Macédoine ivrogne, cette image-là, on la doit à Théopompe, qui le traite d'ivrogne et de vulgaires personnages, de grossiers personnages. Théopompe a aussi écrit des Helléniques qui prenaient la suite des histoires des Helléniques de Xénophon. Il a eu aussi pour élève Isocrate, mais ça c'est pas trop sûr, c'est des suspicions. Là c'est plus sûr quand même. Il a eu comme élève aussi Éphore de Cume, qui est un autre orateur et historien,
et qui a été le premier à rédiger une histoire universelle, donc du retour des Héraclides au siège de Périnthe en 340. Et c'est des Fort-de-Cume que s'est inspiré ensuite Polybe pour rédiger son histoire universelle. Et Fort-de-Cume qui, soit dit en passant, est très critiqué ensuite par Plutarque, bien après, et aussi par Polybe, qui le cite pour le démonter. Et il a eu aussi comme élève Isocrate, un très grand stratège, un très grand amiral athénien, qui était Timothée, le fils de Conon. Et c'est pour cette raison qu'il parle pas mal de Conon dans son Philippe, quand il utilise l'histoire à des fins rhétoriques pour montrer ce qu'il faut ou il ne faut pas faire, quand Isocrate utilise tout son recul et toute son expérience pour dire et pour conseiller la voie à suivre à Philippe. Et Isocrate, qui est né en 436 avant Jésus-Christ, qui a été un des grands maîtres d'école de l'Athènes du IVe siècle, a eu pour grand rival Platon. Platon et Isocrate, la rivalité entre les écoles de Platon et entre l'école de Platon et celle d'Isocrate était proverbiale. Platon, les académiciens et Isocrate et son école se tiraient dans les pattes à longueur de journée, et les élèves d'Isocrate et ceux de Platon se détestaient cordialement. Isocrate, d'ailleurs, appelle sophistes les platoniciens, et les platoniciens appellent sophistes ceux qui étaient à l'école d'Isocrate, et Isocrate lui-même est qualifié par Platon de sophiste. Et ce qui est marrant, c'est que dans le Philippe, il y a des sous-entendus méprisants sur Platon, qui est qualifié de sophiste. En fait, il y a une opposition sur ce qu'est la philosophie, sur la définition qu'on doit donner à la philosophie entre Isocrate et Platon. Pour Isocrate, la rhétorique et la philosophie ne font qu'un. Ils servent la connaissance et le bon sens. Alors que pour Platon, il faut strictement séparer philosophie et rhétorique, qui sont deux disciplines différentes. Et Platon a tendance à qualifier la rhétorique et à la disqualifier, dans le sens où il la voit comme l'instrument privilégié de ce qu'il appelle lui les sophistes, c'est-à-dire ceux qui usent de procédés artificiels pour défendre une cause puis ensuite l'autre. Et Isocrate n'a pas cette idée-là de la rhétorique, et il la défend, ce qui fait que c'est l'un des grands fondateurs de la rhétorique, l'un des premiers grands orateurs de ce que nous appelons la rhétorique, et que Démosthène et ensuite surtout Aristote, dans sa rhétorique à Alexandre, se sont très fortement inspirés des cours et des leçons d'Isocrate, et que forcément l'héritage d'Isocrate est immense, et l'héritage d'Isocrate est présent dans l'œuvre d'Aristote. Aristote qui est ensuite devenu la référence absolue dans l'art oratoire et dans le traité qu'il a lui-même composé, et qui est ensuite resté comme le traité phare, suivi par la plupart des grands rhéteurs, la rhétorique d'Aristote. Mais Isocrate faisait partie de 10 grands orateurs attiques, de 10 grands rhéteurs de la Grèce antique, 10 grands rhéteurs qui, à peu de choses près, ont vécu au même moment, c'est-à-dire quasiment tous au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui était la grande période des orateurs attiques. Les 10 orateurs attiques, on conserve leur nom et leur nom, voilà, on a une liste canonique de 10 orateurs attiques qui ont donné leur lettre de noblesse à l'art oratoire attique, c'est-à-dire l'art oratoire subtil et raffiné qu'était l'atticisme, opposé à ce que les
défenseurs de l'art oratoire appelés les Asiatiques, qui utilisaient l'art oratoire et utilisaient dans leur style oratoire trop de pathos et de tragique, de fioritures inutiles. Alors, quels sont les 10 orateurs attiques? Je vous donne la liste là. Antiphon, le premier, le plus ancien, qui est d'ailleurs mort avant le 4e siècle avant Jésus-Christ. Lysias, qui a précédé Isocrate dans cette idée de faire l'union des Grecs pour combattre les Perses. Andocide, Isocrate, Isée, Dinarque, Démosthène, Échine, Hypéride, Ligure, qui sont classés là dans l'ordre chronologique et d'ancienneté. Isocrate est tout à fait remarquable pour sa longévité, vous l'avez bien compris. Et il a 9 ans de plus que Platon. Il a seulement 9 ans de plus que Platon. Et quand il rédige le discours là que je vous présente, le Philippe, il a quand même 90 ans. À 90 ans, Isocrate se propose encore de donner des conseils aux hommes qui donnent le ton politique à la Grèce. Isocrate, à 90 ans, ne désarme pas, ne se renferme pas dans une retraite paisible. Il continue à avoir la prétention de mobiliser les Grecs, et il pense encore que son discours peut avoir une influence sur les destinées de la Grèce, alors que manifestement le panégyrique qu'il a composé plus de 30 ans plus tôt n'a pas forcément eu d'influence sur la paix, et le jeu des hégémonies s'est poursuivi malgré Isocrate. Thèbes n'a pas été forcément influencé par le panégyrique d'Isocrate. Thèbes n'a eu aucun remords à poursuivre une politique comme le décrit là Isocrate dans son Philippe, exclusivement tournée contre les Grecs et contre les cités rivales qui s'opposaient à elle. Isocrate sait que Athènes ne peut plus jouer le rôle qui devait lui être destiné en 380 avec Sparte. Donc il se reporte sur l'homme fort du moment, il se reporte sur Philippe pour peut-être voir son vœu le plus cher s'accomplir, c'est-à-dire l'union des Grecs pour faire la guerre contre les Perses. Et Platon n'est pas si différent d'Isocrate. Le grand rival d'Isocrate qui est Platon n'est pas si différent d'Isocrate. Il a une prétention similaire, Platon. Platon, il a aussi côtoyé les puissants. Il a été 2 fois à Syracuse. Il a voyagé 2 fois vers Syracuse pour conseiller les tyrans de Syracuse. Denis l'Ancien et Denis le Jeune, qui ont reçu les conseils de Platon pour élaborer une constitution idéale. Pour élaborer une constitution idéale. Mais Platon n'a pas été écouté. Et Isocrate, lui aussi, n'est pas forcément écouté. Et on verra qu'il n'a pas été forcément écouté par Philippe. Donc c'est marrant, ces deux vieillards, si j'ose dire, ont cette prétention, sous prétexte de sagesse, de philosophie, de donner des ordres aux hommes politiques de leur temps, aux rois et aux autocrates. Et cette fascination, il y a une fascination de Platon et d'Isocrate pour les autocrates. Parce que Isocrate, il n'a pas seulement composé un discours sur Philippe, il a composé des discours sur d'autres personnalités politiques. Il a composé un discours sur le roi Évagoras, c'est le roi de l'île de Chypre, qui s'est rebellé contre les Perses et qui avait reçu le soutien et l'amitié d'Athènes. Il a composé un discours aussi sur Nicoclès, le fils d'Évagoras, Isocrate. Il a composé un discours sur Archidamos, le roi de Sparte. Et il a composé un discours à l'intention de Philippe. Donc Isocrate est conservateur et il aime parler aux puissants, comme Platon. Au moment où Isocrate rédigeait son Philippe, il y avait à Athènes certainement les funérailles de Platon, puisque Platon est mort 1 an avant cette date de 346, où Isocrate rédige son Philippe. Platon est mort à l'âge de 80 ans en 347 avant Jésus-Christ, et
a succédé à la tête de l'Académie, le neveu a succédé à Platon à la tête de l'Académie, son neveu Speusippe, qui a hérité de la rivalité de son oncle pour de la rivalité qui existait entre son oncle et l'école d'Isocrate, puisque Speusippe est l'une des sources qui nous aide à analyser le discours le discours rédigé par Isocrate à l'intention de Philippe, puisque Speusippe a été de ses commentaires extrêmement négligents sur la conception littéraire du Philippe, et il a essayé de ridiculiser auprès de Philippe II de Macédoine les menées d'Isocrate et de ses disciples. Puisqu'il nous raconte que celui qui était en charge de réciter le discours de Philippe devant Philippe II de Macédoine, l'élève d'Isocrate, Isocrate d'Apollonia, l'aurait très mal lu et la compréhension aurait été galvaudée. Alors quel était le projet de ce discours et dans quel contexte il a été rédigé? Eh bien nous sommes en 346 avant Jésus-Christ. La paix de Philocrate entre Athènes et Philippe II de Macédoine a été signée. C'est une paix universelle, pas tellement. C'est une paix qui met fin aux avancées territoriales et à la politique expansionniste pour un temps de Philippe II de Macédoine qui, en l'espace de 10 années seulement, a connu une ascension spectaculaire et a multiplié par 2 ou 4 la superficie de son État. Il a annexé toute une partie de la Thrace, il a annexé toute une partie de la Chalcidique, il s'est emparé d'Olynte, il s'est fait maître de la Thessalie, de toute la Thessalie, le patron de toute la Thessalie, et il s'est même ensuite arrogé le patronage du sanctuaire de Delphes. Et dans ce contexte-là, Isocrate voit dans Philippe l'homme fort qui peut et qui doit unir la Grèce plutôt que de l'attaquer, plutôt que de la persécuter, plutôt que de la tyranniser. Philippe doit avoir cette vocation d'union de la Grèce pour faire la guerre contre les Perses, et c'est le projet du discours d'Isocrate. Le discours qu'Isocrate rédige pour Philippe, il n'a pas pris beaucoup d'années à le rédiger, il a pris 1 an seulement, et il le fait dans sa vieillesse, à 90 ans. C'est un discours, ce n'est pas seulement un éloge. Il y a l'éloge. En fait, c'est un discours où se conjugue ce qu'on appelle l'encomiastique, c'est-à-dire l'éloge du prince, et le discours symboulotique. Symboulotique, c'est un discours qui doit conseiller, c'est un discours qui doit amener celui qui reçoit le discours à faire et à réaliser les conseils qui lui sont prodigués dans ce discours. Isocrate veut que Philippe arrête de faire la guerre et qu'il se tienne justement à cette paix de Philocrate, et que maintenant il fasse l'union des Grecs, qu'il s'allie de façon plus ou moins cordiale avec Athènes pour faire la guerre aux Perses, sans soumettre Athènes ou sans tyranniser ou sans priver les Grecs de leur liberté. Isocrate dit maintenant, Philippe, vous devez mener tous vos efforts et toute votre énergie et toutes vos prouesses militaires et stratégiques, non plus vers la Grèce centrale, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, mais vers les Perses. Vers les Perses. Donc en fait, Isocrate, c'est aussi une façon pour lui de défendre Athènes, de conforter cette paix de Philocrate et d'écarter la menace de Philippe. Isocrate, d'une part, il essaye d'accomplir son vieux rêve d'union des Grecs contre les Perses, son vieux rêve d'union culturelle de la Grèce contre la Perse, et de l'autre, c'est aussi une façon de détourner la puissance et la menace macédonienne vers un autre objectif. Et de fait, il
il dit à Philippe que d'autres avant lui ont essayé de, de porter ce projet à bien, ce projet voilà, ils ont essayé d'accomplir le projet. Isocrate a été témoin et il a vu toutes les tentatives, avant celle de Philippe, avant celle qu'il rêve pour Philippe, toutes les tentatives qui ont été menées contre les Perses dans l'objectif de mettre fin à l'empire perse achéménide. D'abord, ça a été l'expédition des 10 000, et il en parle dans ce discours de Philippe, dans ce Philippe. L'expédition des 10 000, comptée par Xénophon, qui a vu des mercenaires grecs, 10 000 mercenaires grecs, mettre à mal l'empire perse jusqu'au cœur de son empire, et qui a effrayé Artaxerxès II. Ensuite, c'est la campagne d'Asie qu'a menée Agésilas contre les Perses. Ce sont les Spartiates qui, avant l'éclatement de la guerre de Corinthe, en 395, ont mené des opérations en Asie qui ont été couronnées de succès et qui ont mis à mal la puissance perse. Autre preuve de la fébrilité et de la fragilité de cet immense empire perse achéménide. Et ensuite, ce sont les projets de Jason de Fer qui était avant Philippe la plus grande puissance montante en Grèce. C'était aussi un roi plus ou moins grec, plus ou moins barbare, un peu comme Philippe, mais c'était un roi de Thessalie, c'était le roi de la cité de fer, et il avait uni sous sa coupe toute la Thessalie dans les années 370 avant Jésus-Christ. Et avant sa mort, il avait projeté d'accomplir et de réaliser la vengeance de la Grèce sur les Perses en montant une expédition pour faire la guerre aux Perses et pour libérer les cités grecques d'Asie qui étaient retombées sous le joug des Perses à l'issue de la paix du roi de 386, de la paix du grand roi. Finalement, Jason est mort avant et ses projets n'ont pu se réaliser. Mais Philippe est donc encouragé par Isocrate dans ce sens, et il dit Isocrate, non seulement Philippe est plus puissant que Jason de Fer, qu'il a bien plus de moyens qu'Agésilas, qui était restreint, Agésilas qui était restreint dans ses agissements par la loi de Sparte et par la relative faiblesse qu'ont les rois de Sparte dans leur propre cité, puisque il y a 2 rois de Sparte, et les rois de Sparte sont souvent soumis à l'autorité des efforts, et ils doivent répondre aux ordres des institutions spartiates, sous peine d'être condamnés. En 40 ans, il y a eu, selon Edmond de Lévy, à l'époque de la Grèce classique, il y a eu au moins 7 rois de Sparte qui ont été condamnés par les efforts. Ce qui fait qu'Agésilas, quand il était en campagne en Asie et qu'il combattait les Perses, il a été rappelé par la cité de Sparte, et on lui a donné l'ordre absolu de revenir en Grèce pour défendre Sparte contre les Grecs rebelles, contre les cités grecques qui s'étaient coalisées pour faire la guerre à Sparte dans le cadre de la guerre de Corinthe qui a débuté en 395 avant Jésus-Christ pour combattre l'hégémonie spartiate. Lui, Philippe, n'est pas soumis à un conseil, il n'est pas soumis à des institutions ou à des lois. Il est un roi qui a les pleins pouvoirs et qui fait la loi, qui fait la justice, qui est le chef de son armée et qui n'a de conseil ni d'ordre à recevoir de personne. Donc il est, comme Démosthène le décrit aussi dans sa deuxième Olympienne, pour Isocrate, il est l'homme idéal qui peut mener à bien cette mission tellement difficile de mettre fin aux Perses. Il est l'homme idéal. Mais avant de je vais vous lire le passage où Isocrate parle justement de la valeur de Philippe et du fait que ça sera tellement facile pour lui de mener à bien le projet de conquérir la Perse. Alors que dit-il ?
Bien des éléments te feraient comprendre qu'il faut agir ainsi. Et en premier lieu, ce qui est arrivé à Jason. Lui, sans rien avoir accompli de tel que toi, a pourtant obtenu une immense gloire, grâce non pas à ses actions, mais à ses déclarations. Il annonçait en effet dans ses discours son intention de passer sur le continent et de combattre le roi de Perse. Or, quand il a suffi à Jason de parler pour accroître ainsi sa réputation, à quelle image de toi faut-il partout s'attendre, si tu agis réellement, et surtout si tu entreprends de détruire son royaume tout entier, ou du moins de délimiter le plus grand territoire possible, de couper l'Asie, comme on dit, de la Cilicie jusqu'à Sinope, et en plus de fonder des cités dans cette région, ainsi que d'y installer ceux qui maintenant vagabondent par manque de ressources quotidiennes et s'en prennent à ceux qu'ils rencontrent. Si nous ne mettons pas un terme à leur rassemblement en leur fournissant de quoi vivre, ils formeront à notre insu une masse si nombreuse qu'ils représenteront une menace non moins terrible pour les Grecs que pour les barbares. Face à quoi nous ne prévoyons rien. Au contraire, nous ne voyons pas se répandre une peur générale et un danger qui nous menace tous. Il appartient donc à un homme aux nobles pensées, ami des Grecs et plus perspicace que tous les autres, d'employer ces individus contre les barbares, de prélever un territoire aussi vaste que nous venons de le dire, de débarrasser ces mercenaires des malheurs qu'ils endurent eux-mêmes et qu'ils font endurer aussi aux autres, de fonder avec eux des cités qui puissent dessiner les frontières de la Grèce et s'offrir devant nous tous comme un rempart. Donc là, Isocrate manifeste bien cette volonté d'établir un précaré, une barrière presque sanitaire entre le monde grec et le monde perse, entre le monde civilisé et le monde barbare. Établir une frontière, repousser les frontières jusqu'en Cilicie et jusqu'à la cité de Sinope, c'est-à-dire c'est quasiment la plus grande partie de l'Asie mineure. C'est le projet qu'Isocrate nourrit pour qu'enfin les Grecs soient vraiment exempts de toute crainte quant à une recrudescence de l'agressivité des Perses ou quant à un énième projet de belliciste que pourrait nourrir le grand roi des Perses. Et Isocrate ne voyait pas... moi j'ai dit là tout au long du compte-rendu qu'il voulait que l'empire perse achéménide soit anéanti. Non, en fait, il veut l'affaiblissement des Perses, la libération de tous les Grecs, et donc la libération des Grecs d'Asie, bien entendu. C'est pour ça qu'il prend pour frontière Sinope, puisque Sinope est une cité grecque. Et il ne veut pas forcément l'anéantissement des Perses achéménides. Pourtant, c'est ce qui va être réalisé par Alexandre le Grand. C'est ce qui, par la suite, va être réalisé par Alexandre le Grand. Et Isocrate n'est pas, dans ce discours, n'est pas un admirateur béat de Philippe de Macédoine. Il n'est pas un simple courtisan. Il n'est pas, voilà, un simple courtisan. Il défend Athènes. Isocrate, on ne peut pas le soupçonner de trahison ou de collaboration avec les puissances qui peuvent menacer sa cité natale. Il est amoureux d'Athènes, il l'a défendu dans son panégyrique et il arrivait qu'Athènes soit cette puissance qui a cette puissance qui peut unir l'entièreté du monde culturel grec pour mener la guerre aux Perses. En réalité, Isocrate est nostalgique de la Ligue de Délos. Il est nostalgique de cette Ligue de Délos qui avait pu réaliser ce vœu à un moment donné en combattant les Perses jusqu'à la paix de Callias, en unifiant la plupart des cités et en libérant et en élargissant les frontières du monde culturel grec. Isocrate voulait et regrette alors qu'il n'a pas connu s'il a connu cette période, mais durant son enfance, il est nostalgique, on dirait un peu de la domination qui était celle d'Athènes alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années, même pas, alors qu'il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a pu connaître Athènes dans sa plus grandeur, Athènes sous Périclès. Voilà, sous Périclès, Isocrate, il était enfant, il avait moins de 10 ans. Peut-être que cette nostalgie
et a influencé toute la vie d'Isocrate et tout son projet d'union de la Grèce, et aussi son patriotisme inébranlable pour sa cité, pour Athènes. C'est un peu la Madeleine de Proust, la Ligue de Délos et la puissance perdue d'Athènes. C'est un peu la Madeleine de Proust d'Isocrate. C'est ce qui lui rappelle son enfance, c'est ce qui l'inspire dans sa vie. Et c'est pour cette raison qu'il commence ce discours qu'il dessine à Philippe de Macédoine. Il commence ce discours par une demande qui doit profiter à Athènes. La raison pour laquelle Philippe de Macédoine et Athènes ont été en guerre jusqu'en 346, elle peut se résumer dans le nom d'une seule cité. Elle peut se résumer juste en évoquant le nom d'Amphipolis. Amphipolis, ça a été la pomme de discorde entre Athènes et Philippe II de Macédoine, car les rois macédoniens se sont engagés, dès que les Athéniens avaient perdu Amphipolis, à mener la guerre contre ceux qui avaient pris aux colons que les Lacédémoniens avaient installés à Amphipolis. Les rois de Macédoine s'étaient engagés à rendre Amphipolis depuis pas Alexandre Ier, mais Perdicas III, le frère de Philippe II de Macédoine. Non, même depuis Amintas. Depuis Amintas, le père de Philippe II de Macédoine, s'était engagé à essayer de reprendre Amphipolis et à le redonner à Athènes. Et au début de son règne, Philippe de Macédoine a voulu honorer cette promesse, ce vœu. Et en effet, il a pris Amphipolis, mais il a refusé de restituer Amphipolis, Philippe II de Macédoine. C'est-à-dire qu'il a trahi la confiance d'Athènes, il a trahi l'alliance et le contrat qui a été établi entre les rois macédoniens et Athènes. Et dès lors, cette guerre pour Athènes a eu comme objectif de reprendre Amphipolis et toutes les colonies qu'Athènes a perdues en Thrace et en Macédoine et en Chalcidique. Et au début de son discours, alors que par la paix de Philocrate, qui a été rédigée en 346, Isocrate plaide et demande à Philippe de Macédoine de rendre Amphipolis à Athènes quand même. Alors que le traité de paix a été conclu et que Athènes a officiellement renoncé à Amphipolis à l'issue de la paix de Philocrate en 346 avant Jésus-Christ. Et pourquoi il y a cette demande au début du discours de Philippe d'Isocrate pour rendre Amphipolis ? Eh bien parce que Isocrate a commencé à rédiger son discours avant la conclusion de la paix de Philocrate et avant qu'Athènes reconnaisse officiellement qu'Amphipolis ne lui appartient plus et qu'Amphipolis appartient à Philippe II de Macédoine. Et tout de même, il garde le début de son discours et il essaye d'employer des procédés rhétoriques pour convaincre Philippe II de Macédoine de rendre Amphipolis à Athènes. Il dit, Isocrate, que cette restitution d'Amphipolis à Athènes pourra renforcer l'alliance et l'amitié entre Athènes et Philippe, pourra renforcer cette concorde, qui est pour Isocrate indispensable à la réussite des entreprises qui devront être menées contre les Perses. Isocrate, il est bien conscient que si Philippe est la plus grande puissance terrestre du temps, Athènes reste la plus grande puissance navale du temps. Athènes, en 346 avant Jésus-Christ, reste la grande puissance thalassocratique. Elle est redevenue la grande puissance thalassocratique qu'elle était il y a un siècle. Et Isocrate, s'il projetait une alliance entre Sparte et Athènes en 380, une alliance des deux grandes cités du temps, en 380 avant Jésus-Christ, c'était le moment où Sparte dominait la Grèce. Et Sparte dominait la Grèce en 380 jusqu'aux frontières de la Macédoine, c'est-à-dire jusqu'à Olynte. Olynte s'était rebellé contre Sparte et Sparte avait remis Olynte dans le droit chemin. C'est-à-dire que Sparte avait déjà étendu sa puissance là où Philippe, au moment de la paix de Philocrate, a établi sa puissance.
Eh bien là, il a changé de curseur, Isocrate. Il a écarté Sparte de l'équation. Bah oui, Sparte a connu un revers de fortune absolument terrible après la défaite de Leuctre. Sparte est devenue quasiment à cette époque-là, en 346 avant Jésus-Christ, une cité mineure. Une cité mineure. En l'espace de 20 ans, Sparte est passée de première cité de la Grèce à une cité insignifiante et qu'on doit à un homme malade. C'est l'homme malade de la Grèce en 346 avant Jésus-Christ, Sparte. Donc forcément, Sparte, dans le discours qu'Isocrate compose pour Philippe, est écarté de l'équation. Et maintenant, l'alliance qui doit prévaloir, l'alliance qui doit permettre d'écarter la menace perse, c'est l'alliance entre Athènes et Philippe. Mais Athènes est toujours là, dans l'esprit d'Isocrate. Athènes doit toujours jouer son grand rôle. La cité, sa cité chérie qu'est Athènes, doit toujours jouer le grand rôle qui lui est destiné dans cette unité culturelle du monde grec. Et voilà, le discours il commence par un plaidoyer pour Amphipolis, qui forcément ne sera pas reçu par Philippe II de Macédoine, malgré toute la sympathie qu'il peut avoir pour un Isocrate qui a 90 ans. Vous savez, c'est assez impressionnant pour Philippe de Macédoine. Isocrate, c'est quasiment la sagesse personnifiée de la Grèce qui parle à la puissance montante du temps, au jeune Philippe de Macédoine. On ne peut pas le qualifier autrement. Jeune, bien entendu, il est jeune, c'est un enfant au berceau à côté d'Isocrate qui a 90 ans et qui a connu la guerre du Péloponnèse, la guerre de Corinthe et maintenant la guerre des Alliés. Et Philippe, malgré toute la considération qu'il a pour Isocrate, après tout, il ne le rencontre pas, Isocrate. Isocrate, il reste dans son cabinet. C'est les autres qui parlent pour Isocrate. Et bah, vous pensez bien qu'il ne va pas céder Amphipolis par simple sympathie. Il y a la réelle politique qui règne forcément. Mais Isocrate montre par cet exorde, par cette introduction à son discours, qu'il n'est pas un collaborateur, qu'il n'est pas un traître, mais qu'il a vraiment comme première ambition de défendre sa cité. Et il ne se dégonfle pas. Il fait cette demande qui peut paraître amusante pour Philippe. Je pense que Philippe a esquissé un sourire quand il a entendu ça. Philippe, il a esquissé un sourire et il s'est peut-être dit quelle naïveté d'Isocrate. Je pense pas qu'Isocrate ait été naïf. C'est plutôt une façon de dire à ses concitoyens et à ses élèves qu'Athènes occupe et occupera toujours dans son esprit le premier rang et qu'il ne s'est pas fait par ce discours un vil serviteur ou un vil courtisan de Philippe II de Macédoine. Alors que dit-il ? Ne sois pas étonné, Philippe, si je commence mon propos, non par le discours qui va être personnellement adressé et développé dans un instant, mais par celui que j'ai rédigé au sujet d'Amphipolis. C'est là une question dont je veux d'abord dire 2 mots, pour te montrer, à toi comme à tous les autres, que ce n'est ni par ignorance, ni par méprise liée à la faiblesse désormais mienne, que je me suis proposé d'écrire un discours à ton attention, mais que c'est naturellement et progressivement que je m'y suis attelé. Voyant que la guerre surgit entre toi et ma cité à cause d'Amphipolis était à l'origine de bien des maux, j'avais entrepris de consacrer à cette dernière et à sa région un discours tout à fait différent de ceux que tiennent tes compagnons, et chez nous, les orateurs, et autant que possible éloignés de leur opinion. Si ces gens-là cherchaient à vous inciter à la guerre en parlant dans le sens de vos désirs, moi, sans m'exprimer sur les points en litige, je travaillais au discours que je supposais le plus propice à la paix, en soutenant que les uns et les autres vous vous trompiez sur la situation, que toi, tu faisais la guerre pour nos intérêts, et la cité pour la défense de ton empire. L'avantage était pour toi, disais-je, que nous gardions cette région, tandis que la cité n'avait pas le moindre intérêt à la prendre. Et ma démonstration semblait provoquer un tel effet sur mes auditeurs que nul d'entre eux n'en louait le style pour sa précision et sa pureté, ce que certains ont coutume de faire, mais qu'ils admiraient la véracité de mes arguments et qu'ils ne voyaient pour mettre un terme à votre querelle que ce moyen,
que toi, tu te persuades que l'amitié de notre cité te sera plus précieuse que les revenus d'Amphipolis, et que la cité puisse comprendre combien il lui faut fuir ce genre de colonie qui, à 4 ou 5 reprises, ont causé la perte des citoyens qui y résidaient, et rechercher au contraire ces lieux à la fois éloignés de ceux qui ont les moyens d'imposer leur pouvoir, et proches de ceux qui sont accoutumés à la servitude. Par exemple, là où les Lacédémoniens ont installé les colons de Cyrène, ou encore que tu puisses reconnaître qu'en nous rendant cette région pour la forme, tu en seras toi-même réellement le maître, et qu'en plus, tu obtiendras notre bienveillance, car ce seront autant d'otages que tu prendras chez nous, en garantie de notre amitié, que tous ces colons que nous pourrons envoyer vers ton empire. Et que l'on montre à la majorité de nos concitoyens que, si nous recevons Amphipolis, nous serons contraints de marquer la même bienveillance pour ta politique, en raison de ceux qui seront établis là-bas, que celle que nous manifestions à l'égard d'Amadocos l'Ancien en raison des agriculteurs installés en Chersonèse. Ces arguments et bien d'autres du même genre amenèrent mes auditeurs à espérer qu'une fois mon discours publié, vous mettriez un terme à la guerre et que, revenu sur votre opinion, vous prendriez d'un commun accord quelques bonnes résolutions pour votre propre intérêt. Donc vous voyez, là, Isocrate dit bien qu'il a prononcé ce discours avant la conclusion de la paix de Philocrate et qu'il voyait la restitution d'Amphipolis à Athènes comme le plus sûr moyen d'établir une paix solide et incassable entre Philippe de Macédoine et Athènes. Philippe de Macédoine a longtemps fait planer le spectre d'une restitution d'Amphipolis à Athènes. Amphipolis, c'est vraiment presque... c'est une obsession que la cité d'Athènes a eue pour Amphipolis. Amphipolis, depuis sa perte, depuis qu'en 424 elle a été perdue, que Brasidas s'est emparé d'Amphipolis, Athènes a vécu dans l'obsession de reprendre Amphipolis. La reprise d'Amphipolis, c'est vraiment une quête obsessionnelle d'Athènes. Obsessionnelle. Et cette obsession a été transmise à Isocrate, qui vit dans la même obsession de reprendre Amphipolis et qui essaye de employer tous les arguments rhétoriques et les formules rhétoriques et les stratégies rhétoriques pour convaincre Philippe de redonner cette cité qui est cette colonie qui est tellement éloignée d'Athènes pourtant, mais qui est tellement riche en ressources. Il y a des mines d'argent et il y a même d'or et il y a aussi du bois à foison pour Athènes. Bien entendu, Philippe, même s'il a fait planer le spectre d'une restitution d'Amphipolis, n'a jamais eu l'intention de redonner Amphipolis à Athènes. Et il va faire tomber le masque, Philippe de Macédoine, un an avant la mort d'Isocrate, en 339, quand il s'apprête à affronter Athènes en Grèce centrale. Il va envoyer une lettre à Athènes, qui est en guerre contre lui, et qui demande encore instamment pour une nouvelle conclusion de paix la restitution d'Amphipolis. Il va mettre les points sur les i en envoyant cette lettre que je vais vous lire à la cité d'Athènes. J'ai sur Amphipolis des droits que j'estime bien supérieurs aux prétentions rivales. Si en effet elle doit être à ceux qui en ont été les premiers maîtres, comment ne nous appartiendrait-elle pas légitimement, puisque mon ancêtre Alexandre a été le premier occupant de ce lieu, et que c'est de là, avec la rançon des prisonniers mèdes, qu'il tira de quoi ériger la statue d'or qu'il fit consacrer à Delphes. Ensuite, si l'on contestait ses titres, et si l'on voulait qu'elle appartînt à ceux qui en ont été les maîtres dans la suite, là encore le droit est pour moi, car c'est moi qui ai forcé dans ces murs ceux qui vous en avez chassés, les colons établis par les Lacédémoniens, et qui leur ai repris ce territoire. Est-ce que tous, nous n'habitons pas nos cités, soit parce que nous les tenons de nos ancêtres, soit parce que la guerre nous en a rendus maîtres? Vous, pourtant, sans avoir occupé Amphipolis les premiers, sans la posséder aujourd'hui, mais simplement pour avoir séjourné fort peu de temps dans le pays, vous la revendiquez. Et cela en dépit des engagements formels pris envers moi. Les engagements formels pris envers lui, c'est les engagements que les Athéniens ont pris à l'issue de la paix de Philocrate.
les Athéniens ont pris comme engagement, et c'est stipulé dans les traités de la paix de Philocrate, le renoncement total de leurs droits sur Amphipolis. Et pourtant, quand ils ont redéclaré la guerre à Philippe, après la paix de Philocrate, ils ont encore érigé cette volonté de reprendre Amphipolis. Ils ont encore montré à Philippe que qu'une nouvelle paix ne pourra être signée qu'en restituant Amphipolis. Donc vraiment, c'est une obsession athénienne, cette cité d'Amphipolis. Et c'est une obsession qui est bien présente dès l'introduction et dès les premières lignes du discours que Isocrate a consacré à Philippe. Alors, Isocrate résume ensuite à la fin de son discours son projet et comment il voit le rôle de Philippe. Isocrate ne voit pas Philippe comme un hégémone, comme une nouvelle puissance hégémonique, mais il essaye de le voir comme un despote éclairé. Enfin, il aimerait que Philippe soit un despote éclairé, qu'il respecte la liberté de la Grèce, qu'il reste roi en Macédoine, et qu'il soit la terreur et le malheur des Perses. Voilà le vœu d'Isocrate. Et ce vœu, il le résume parfaitement à la fin de son discours, dans sa péroraison. Alors je vais vous lire la fin du discours d'Isocrate, qui résume parfaitement le projet qui est porté par Isocrate et le projet qui doit être porté par Philippe, le projet qu'Isocrate espère voir porté par Philippe. Isocrate est un peu prétentieux parce que, comme Platon, il veut influencer les destinées politiques alors qu'il n'est qu'un maître d'école et qu'il n'est qu'un intellectuel, parmi d'autres. Bon, il est quand même celui qui, à l'époque, personnifie la sagesse de la Grèce, la culture grecque et la philosophie, puisque Platon a quitté ce monde un an avant, et Isocrate n'a pas dû participer aux funérailles de Platon. Platon a été honoré de funérailles un peu à la Victor Hugo, dans la cité d'Athènes, en 347. Isocrate prend le relais, il est le dernier, Platon est mort, il est la dernière grande figure de la sagesse hellénique, et il pense que son discours aura une influence certaine sur l'esprit de Philippe de Macédoine et sur les destinées de la Grèce. À 90 ans, il pense encore, alors qu'il n'en a jamais eu dans sa vie d'influence politique, puisque tous ses discours n'ont jamais été suivis d'effet. Mais voilà, à 90 ans, Isocrate, il pense toujours qu'il peut changer le monde et mener à bien ce projet fou de faire la guerre aux Perses. Et tu n'ignores pas, je crois, de quelle manière les dieux gèrent les affaires humaines. Ils ne sont pas eux-mêmes les artisans des biens et des maux qui arrivent aux hommes, mais ils inspirent à chacun d'eux un état d'esprit de nature à provoquer, en fonction des relations entretenues les uns avec les autres, la présence du bien et du mal. C'est ainsi peut-être qu'aujourd'hui même ils nous ont attribué, à nous, les discours, et t'ont chargé, toi, des actions à mener, pensant que tu y présiderais de la plus belle manière, et que mon discours ne serait pas du tout pénible à écouter. Je considère aussi que tes exploits précédents n'auraient pas atteint ce niveau si un dieu n'avait pas aidé à leur réussite. Non pas pour que tu passes ton temps à combattre les seuls barbares installés en Europe, mais afin qu'avec l'entraînement procuré par ces conflits, l'expérience ici acquise, la reconnaissance de ce que tu es, tu aspires alors à ce que je viens de te conseiller. Ce serait donc une honte, quand la fortune te guide sur un beau chemin, de rester en retrait et de ne pas te laisser conduire là où elle veut t'amener. J'estime également que, s'il te faut honorer tous ceux qui disent du bien de tes exploits passés, tu dois aussi juger que les plus beaux éloges te viennent de ceux qui estiment ta nature digne d'exploits encore plus grands, et de ceux qui, sans se limiter à des discours agréables aujourd'hui, feront en sorte que nos descendants admirent tes actions comme celles de nul autre de tes prédécesseurs. J'aimerais parler ainsi plus longtemps,
Mais je n'en suis pas capable, pour la raison que j'ai dite plus souvent qu'il ne faudrait. Il me reste donc à résumer mon discours, afin que tu vois bien, avec le minimum de mots, l'essentiel de mes conseils. Je dis qu'il te faut être un bienfaiteur pour les Grecs, un roi pour les Macédoniens, un maître pour le plus grand nombre possible de barbares. Si telle est ton action, tous t'en seront gré. Les Grecs, pour être bien traités, les Macédoniens pour avoir à leur tête un roi et non pas un tyran, et tous les autres peuples pour être, grâce à toi, délivrés de la domination barbare et trouver une protection grecque. La manière dont ce discours a été rédigé, sa justesse de ton, sa précision, c'est à vous naturellement qui l'écoutez d'en juger. Mais que personne ne puisse te donner des conseils meilleurs que les miens, ni plus en rapport avec la situation présente, c'est pour moi une évidence. Philippe doit suivre nécessairement les conseils d'Isocrate pour faire le bonheur de la Grèce et pour acquérir une gloire immortelle, une gloire sans précédent, et une gloire qui sera enseignée aux enfants de toutes les générations. Pourtant, Philippe ne va pas appliquer tout de suite les conseils d'Isocrate. On se demande même s'il les a appliqués. En tout état de cause, il a, une fois la bataille de Chéronée, une fois la victoire qu'il a obtenue sur Athènes en 338 avant Jésus-Christ, il a justement formé cette union de la Grèce qui a été tant plébiscitée par Isocrate. Il a formé cette ligue de Corinthe. Isocrate était déjà mort. Un an après la mort d'Isocrate, en 337 avant Jésus-Christ, il a accompli presque le vœu d'Isocrate. Mais l'a-t-il accompli à cause d'Isocrate ou de l'influence de ce discours qu'Isocrate a prononcé devant lui, qu'Isocrate a fait prononcer devant lui en 346 avant Jésus-Christ? Pas sûr. Peut-être. Peut-être. Mais il a dû de fait suivre qu'une partie des conseils d'Isocrate puisqu'il a rabattu et humilié Athènes d'abord, et qu'il a fait occuper militairement Thèbes, et qu'il a entravé la Grèce de toutes parts, et qu'il n'a pas respecté la liberté des Grecs, mais qu'il a plutôt traité les Grecs en sujets, plutôt qu'en cité libre. En tout cas, Isocrate a été témoin de la victoire finale de Philippe sur Athènes et sur les Thébains, et apparemment, d'après ce que nous disent les sources, il n'a pas forcément été mécontent du rabaissement d'Athènes et de Thèbes, et il a vu dans cette victoire, enfin, l'élément qui va permettre de réaliser le vœu qu'il a nourri tout au long de sa vie, c'est-à-dire cette campagne que Philippe de Macédoine doit mener contre les Perses. Apparemment, il l'aurait adressé quelques jours après la bataille de Chéronée, et après qu'il eut appris, lui, à Athènes, que Philippe avait vaincu les Athéniens et les Thébains coalisés. Je pense qu'Isocrate était vraiment affligé de voir Athènes et Thèbes mener la guerre à Philippe de Macédoine, et qu'il était affligé que ce conflit intérieur à la Grèce continue 10 ans après la composition de son discours, qui encourageait Philippe à faire l'union des Grecs, qui encourageait les Grecs à faire la paix. Isocrate a toujours porté l'idée d'une paix dans le monde grec pour faire une guerre contre les Perses, et je pense qu'il était affligé. Et quand il a appris que Philippe a finalement vaincu les deux puissances qui s'opposaient à cette paix en Grèce, dans son esprit qu'étaient Thèbes et Athènes, il a été soulagé, et il a compris que son vœu de guerre contre la Perse, de vengeance de la Grèce et de vengeance des guerres médiques, allait être accompli. Et c'est pour cette raison qu'il aurait adressé la lettre qui suit, et que je vais lire à Philippe de Macédoine après sa victoire à Chéronée, et peu de temps avant de rendre l'âme. La seule chose dont je sois reconnaissant à ma vieillesse, c'est d'avoir assez prolongé ma vie pour que, parmi les pensées que j'ai eues dans ma jeunesse et que j'ai tenté d'exposer dans le discours panégyrique et dans celui que je t'ai adressé, je vois les unes réalisées maintenant par tes actions,
et j'espère que les autres se réaliseront. Lettre à Philippe. Et le vœu d'Isocrate va être réalisé non pas par Philippe, mais par son glorieux successeur que vous connaissez tous, par Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand va aller plus loin que les vœux d'Isocrate, puisqu'il va totalement annexer l'empire perse achéménide et établir les frontières de la Grèce jusqu'au bord du fleuve Indus.